Bienvenue dans le podcast À la recherche de l'être. À la recherche de l'être est un podcast qui présente l'œuvre musicale d'Olivier Fillet, dont la problématique est comment concilier l'amour de l'existence avec l'ensemble des éléments tragiques de celle-ci. L'auteur a cherché des réponses dans la philosophie, la psychologie, la psychiatrie et les traditions spirituelles. Chaque saison correspond à un CD, chaque épisode présente et explique une chanson. Bienvenue dans cette 3e saison d'À la recherche de l'être sur le CD qui s'appelle À bout de course sur la Terre habitée. Les principaux thèmes de cet opus sont l'envie, la jalousie pour les premières chansons, puis après on passe sur l'espérance et sur ce qu'Olivier appelle la maladie matérialiste, qui est le mal un peu de notre siècle. Donc plein de thèmes et de sujets qui nous concernent tous et qui vont être passionnants à étudier. Vous écoutez le premier épisode de la saison 3 d'À la recherche de l'être, intitulé Jalousie. Bonjour Olivier. Bonjour Claire. Là, je suis ravie de reprendre les enregistrements pour cette saison 3. Eh ben moi aussi. Alors, la jalousie, cette très belle chanson, je te propose qu'on commence par l'écouter. Eh ben oui. C'est venu d'un coup, une lame de fond, l'eau glacée qui coule dans le cou d'un coup, et le ver est entré dans le fruit de l'esprit. Oui mais non, pardon, je me fais un film, un Chabrol sur la bourgeoisie, un drame de la jalousie, certain. Mais pourquoi ce refrain revient, la chanson du soupçon et son couplet du doute et sa rengaine de haine. Chemin de fer pour l'enfer, tout droit, rien à faire. Le seul remède connu contre cette affection, c'est une clé. La petite clé d'or du petit cabinet, le petit cabinet secret de Barbe Bleue. Merci de nous avoir fait partager ce beau morceau. Est-ce que tu pourrais, comme d'habitude, nous en lire les paroles ? Avec joie. Alors, jalousie donc, c'est venu d'un coup, une lame de fond, l'eau glacée qui coule dans le cou d'un coup. Et le ver est entré dans le fruit de l'esprit. Oui, mais non, pardon, je me fais un film, un Chabrol sur la bourgeoisie, un drame de la jalousie, certain. Mais pourquoi ce refrain revient ? La chanson du soupçon ? Et son couplet du doute et sa rengaine de haine. Chemin de fer pour l'enfer, tout droit, rien à faire. Le seul remède connu contre cette affection, c'est une clé. La petite clé d'or, du petit cabinet, le petit cabinet secret de Barbe Bleue.
Ah là là, ça glace le sang quand même. Oui, un petit peu. En plus, la jalousie, c'est quand même quelque chose qui nous concerne tous, mais j'ai l'impression que quand même, globalement, on fait un peu l'erreur de confondre jalousie et envie, non? Absolument. Alors en fait, dans la jalousie, on verra par la suite, il y a la jalousie normale, c'est tout à fait normal d'être jaloux. Et il y a aussi la jalousie pathologique qui, à mon avis, est un peu différente. D'accord. Et puis, ce qui est important, c'est de bien différencier l'envie de la jalousie. L'envie est une émotion néfaste, très 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 répandue, et on la confond tout le temps avec la jalousie. Alors en gros, le jaloux, c'est quelque chose à deux, et l'envie, c'est à trois. C'est-à-dire que je vais être envieux, par exemple, de la Mercedes du voisin. En fait, c'est une émotion malsaine, c'est une espèce de haine qu'on ressent devant les avantages d'autrui. Surtout, alors c'est Aristote qui a dit ça, c'est vachement important, surtout quand cette personne est proche. On n'envie pas les gens qui sont lointains, on envie les gens qui sont proches. Alors dans l'étymologie d'envie, c'est intéressant parce que ça vient de invidia, en latin, malveillance, jalousie, et en fait, avant, dans l'ancien français, ça voulait dire hostilité, haine. Alors après, c'est passé un peu dans le sens jalousie, comme je vais l'expliquer, mais avant, c'était de la haine, et invidere, en fait, envier, c'est composé de in et de videre, qui a donné voir, et dans invidere, il y a la croyance au mauvais œil, donc c'est quelque chose de malsain. Je serais jaloux de quelqu'un s'il veut me piquer ma femme, alors que je suis envieux de la femme de mon voisin. C'est très important comme différence, hein, parce que en fait, la jalousie, c'est un rapport réel à l'imaginaire, c'est ce qu'on va voir après, c'est-à-dire que souvent le jaloux imagine des trucs, donc c'est un rapport réel à quelque chose de complètement imaginaire, et l'envie, c'est un peu l'inverse, c'est pas moi qui le dis, c'est André Comte-Sponville, c'est un rapport imaginaire au réel, c'est-à-dire qu'on va se faire tout un tas de plans par rapport à quelqu'un qui a des choses qu'on n'a pas. Alors c'est embêtant parce qu'on souffre de... Mais la jalousie, j'y reviendrai longtemps après, donc je ne vais pas m'étendre là-dessus. Aujourd'hui, c'est la jalousie qui nous intéresse et pas moins l'envie. Tant dans la jalousie que dans l'envie, ça c'est pas moi qui ai vu le phénomène, c'est Christophe André, il pense qu'il y a un problème d'estime de soi dans les deux cas. Et j'y reviendrai parce que je vais relier ça aussi aux fanatiques, aux complotistes, aux pessimistes, et en montrant qu'éventuellement, ces gens-là, en fait, sont des anxieux qui ne supportent pas l'incertitude. Mais j'y reviendrai. Alors, je vais d'abord juste rappeler une nouvelle de Maupassant. Maupassant est un génie total qui, en des textes très très courts, exprime l'essentiel de ce qui se passe. Hein. Par exemple, dans mon texte, je pars, c'est venu d'un coup, c'est ce que Maupassant appelle la morsure de la jalousie. Hein. Donc cette nouvelle s'appelle L'épreuve, et on est probablement dans la jalousie non pathologique. Et je vais juste en lire deux passages. En gros, c'est un couple qui déménage à la campagne parce qu'ils sont un peu à la retraite, monsieur et madame Bondel. Et puis, ils ont une discussion à propos de voisins parce que madame Bondel dit qu'elle trompe son mari. Alors, monsieur Bondel dit, je cite, bien moi, je te jure que si j'avais été trompé, je m'en serais aperçu et tout de suite encore. Et je t'aurais fait passer ce goût-là d'une telle façon qu'il aurait fallu plus d'un médecin pour te remettre sur pied. Donc, elle rigole. Elle se met à rigoler. Et alors là, Maupassant, une phrase quand même assez incroyable, je cite, « Ce rire insolent, provocateur, l'avait touché comme un de ces aiguillons de mouche venimeuse, dont on ne sent pas la première atteinte, mais dont la brûlure s'éveille bientôt et devient intolérable. » Alors après, il va se mettre à réfléchir, etc. Il va chercher, parce qu'il se souvenait que cette femme avait un ami, quoi, donc il va le chercher à Paris, il le ramène à Saint-Germain. Pendant le trajet en train, il se dit, je cite, « Et Bondel se déclara qu'il s'avilissait lui-même en songeant à des choses pareilles. Oui, il s'avilissait sans aucun doute. Mais il ne pouvait s'empêcher de songer à cela et se demanda avec terreur si cette idée entrée en lui n'allait pas y demeurer, s'il n'avait pas là dans le cœur la larve d'un long tourment. » Alors c'est ce que je vais essayer de montrer, parce que c'est vrai que la jalousie, tout le monde connaît, mais que ce qui frappe le plus dans la jalousie, c'est quand même les tourments que le jaloux s'inflige lui-même. Parce que comme je redis, c'est un rapport un peu imaginaire au réel, c'est-à-dire que Limite, si tu le sais pas, tu souffres pas. Voilà, c'est-à-dire que, et ça c'est l'aspect pathologique, c'est-à-dire que quand ça devient pathologique, un peu comme le pessimiste, en fait ce sont des gens qui n'aiment pas l'incertitude et qui ruminent, et le fait d'avoir une certitude arrête ce truc-là. Même si c'est une certitude triste. Voilà, c'est ce que disait très bien La Rochefoucauld. Il disait « Le remède de la jalousie est la certitude de ce qu'on craint, parce qu'elle cause la fin de la vie ou la fin de l'amour. » Alors là, c'est là où il y a tout. C'est un cruel remède, mais il est plus doux que les doutes et les soupçons. Donc, il y a des gens, en fait, chez qui les doutes et les soupçons, c'est pire que tout. Donc il y a ça chez le pessimiste, chez le fanatique aussi, qui délègue en fait à quelqu'un la faculté de croire, mais j'y reviendrai plus tard.
Je termine la nouvelle qui résume bien quand même ce qui se passe. Il fait venir l'ami en question chez lui. Et puis donc sa femme arrive et tout d'un coup elle change d'expression et il sent qu'il se passe quelque chose. « Ah mon cher ami, ça me fait plaisir », elle dit à son ami. Et là je cite Maupassant. « Et Bondel, qui les contemplait, se sentit glacé de la tête aux pieds, comme si on l'eût trempé dans un bain froid. » Voilà, donc c'est exactement ça que j'ai voulu dire dans mon texte, en fait, un chemin de fer. C'est-à-dire, pardon, je me fais un film, c'est un peu la nouvelle de Maupassant, hein, un drame de la jalousie, mais pourquoi ce refrain revient? En fait, les ruminations, il y a des gens, c'est très très difficile à supporter, un chemin de fer pour l'enfer. Le seul remède commun contre cette affection, c'est une clé, c'est-à-dire aller voir effectivement. C'est vrai que le vrai jaloux, il préfère, comme le pessimiste, il préfère avoir raison en fait et arrêter la rumination. C'est ça le gros problème. C'est ça qu'il y a d'horrible. C'est qu'en fait, t'es jamais bien. Soit t'arrêtes ta non, rumination, soit tu... Tout à fait. Mais sauf s'il n'y a rien. Bah, du coup, s'il n'y a rien, il restera dans sa rumination. Oui. Si jamais il n'a pas de raison d'être jaloux. C'est là où survient la jalousie pathologique, c'est que quand il n'y a rien, c'est plus le problème en fait. C'est une espèce de fond de commerce de soupçonner et d'essayer de... En fait, c'est comme un hypocondriaque. L'hypocondriaque, il n'a pas plus besoin de la maladie que le jaloux pathologique n'a besoin de preuves. De toute façon, ce qui est important, c'est de soupçonner. Il condamne au détriment du doute. La jalousie, Christophe André, pour lui, c'est un problème d'estime de soi, comme exactement dans l'envie. Dans le sens où si tu n'as pas confiance en toi, tu ne peux pas faire confiance en l'autre. Voilà, c'est-à-dire que c'est des gens qui pensent au fond. Alors, moi, je pense qu'il n'y a pas que ça. Ils pensent dans le fond qu'ils doutent d'eux-mêmes dans leur capacité à établir une relation. Et en fait, c'est aussi en psychologie un principe assez connu. C'est celui qui dit qu'il est, c'est-à-dire qu'on va voir chez les autres ce qu'on est capable de faire soi-même. Exactement, c'est ce que j'allais dire, parce que quelqu'un, un mari qui va tromper sa femme, il va plus être jaloux, parce que comme lui, il le fait, il va savoir qu'en fait, c'est possible et que sa femme va peut-être le faire. C'est comme les gens pas très gentils, ils vont plus avoir des doutes sur les autres, parce que comme eux, souvent, ils essayent... d'être méchants, ils font des trucs, et potentiellement, ils voient le mal. Alors que si tu es très gentil, que tu n'as rien à te reprocher, tu vois pas le mal. Exactement. C'est exactement ça. Donc le jaloux, en fait, il y a un problème aussi dans la relation amoureuse, c'est qu'il pense que il n'a rien compris en fait à la relation amoureuse, il pense que c'est un droit de propriété. Et donc, le jaloux, il veut posséder tout seul ce qu'il croit être à lui. Donc ça repose sur une fausse conception de ce que c'est le lien affectif. Alors moi je crois que, comme je suis un peu évolutionniste, je pense qu'on est câblé un petit peu comme les hommes des cavernes encore, et que c'était quelque chose d'assez ancien pour préserver la famille, en sens que l'homme des cavernes, comme c'était ultra compliqué, contrairement aux autres mammifères où les petits sont opérationnels assez rapidement, pour l'être humain c'est quand même beaucoup plus long, et l'homme des cavernes il ne veut pas s'embêter pour quelqu'un d'autre pour faire prévaloir ses gènes à lui. Donc je pense que c'est encore une conception archaïque du lien qui consiste à donc il voulait considérer... être sûr que ce soit son petit à lui. Voilà. Et donc je pense que comme c'est un truc quand même assez répandu et très très fort, je pense que c'est évolutionniste et que ça vient de comment on était câblé en tant qu'homme des cavernes. Encore que moi, je ne suis pas trop éloigné. Parce que des fois on m'appelle Cro-Magnon, mais bon. En fait, évolutionniste, je précise vite, ça veut dire que si on est encore là depuis des millions d'années, c'est que c'est des mécanismes qui ont favorisé notre survie. Ce qu'il y a de marrant, c'est que parfois Balzac disait « Oui, si elle n'est pas jalouse, c'est qu'elle ne l'aime plus ». Alors, c'est une condition ni nécessaire ni suffisante, c'est-à-dire qu'effectivement, quand on n'aime plus, on n'est pas jaloux, mais ce n'est pas parce qu'on aime qu'on doit être jaloux. Ce n'est pas du tout réflexif. Et c'est une confusion qu'on voit souvent dans la littérature et dans des sociétés un peu machistes où c'est un peu normal d'être jaloux parce que sinon on n'est pas un homme, quoi. C'est lié aussi à l'honneur. Hein. Et en fait, le problème du jaloux, c'est que ils surveillent, comment dirais-je, ils ne savourent jamais leur bonheur, ils font que surveiller ce qui se passe. Et ils ont peur que leur qualité, problème d'estime de soi, ne suffise pas à retenir leur partenaire. Donc du coup, ils se trompent complètement parce qu'au lieu de donner envie à l'autre de rester, ils donnent toutes les raisons à l'autre de partir. Donc forcément, c'est exactement le paranoïaque que j'avais oublié, c'est pareil, c'est la même chose. Le paranoïaque, il n'a pas confiance en lui, et cette espèce de rumination crée une angoisse terrible. Et le paranoïaque, à la fin, il dit « Ah, c'est ce que je vous avais dit », parce le paranoïaque, à force d'embêter les gens, il finit par obtenir ce qu'il craignait le plus.
Paradoxalement, ça le rassure, parce que ça lui dit qu'il avait raison, qu'il n'était pas fou. Et ben, le jaloux, c'est pareil. Mais le problème, c'est que c'est un cercle vicieux, c'est-à-dire que la jalousie, ça aggrave le problème au lieu de lui trouver une solution, quoi. En gros, c'est ça. J'ai pas compris la différence entre la jalousie entre guillemets normale et la jalousie pathologique. Et la jalousie normale, est-ce qu'on est tous jaloux ou pas? Ah ben oui, moi je pense, puisque je pense que c'est une émotion qui vient de loin. Simplement, mettons, je sais pas, moi, par exemple, j'ai des soupçons, ben, je vais voir, et s'il n'y a rien, ben, ça s'arrête. Tu vois? Alors que le vrai jaloux, pathologique, c'est pas le problème de savoir s'il y a quelque chose ou pas, parce qu'il va continuer quand même. Comme le paranoïaque. La jalousie, c'est qu'on a peur qu'on te retire quelque chose. Alors moi, la chanson, elle est faite dans la relation amoureuse, hein, essentiellement. Hein. D'accord. Et d'ailleurs, Pascal l'a très très bien dit, comme d'habitude, hein, parce que Pascal et Spinoza, on a à peu près tout. Hein. Donc je cite Pascal, « Si l'amoureux n'aime jamais que des qualités empruntées, le jaloux ne déteste jamais que des vices imaginaires. » Donc ça, c'est pour le jaloux pathologique. Hein. Parce que aussi, après tout, il peut arriver qu'on soit jaloux et puis que les preuves soient là, quoi. Oui. Ça, c'est encore autre chose. Hein. En général, il y a quand même une passion de l'irréel, ce que disait donc Comte Sponville. Hein. Après, il y a aussi parfois des personnes qui vont être jaloux pathologiques parce qu'ils ont été traumatisés et après, même si c'est quelqu'un d'autre, ils ne vont pas savoir faire la différence. Oui, sûrement. Alors, je sais que c'est quasiment insoignable en psychiatrie, mais comme je ne suis pas du tout psychiatre, je ne sais pas. Moi, je voulais juste surtout montrer que la morsure de la jalousie, c'est-à-dire que ça vient d'un coup. D'accord. C'est ça qui est important, parce que finalement, la jalousie, tout le monde connaît. Mais ce qui est important, c'est la différencier de l'envie. Ensuite, voir qu'il y a de la normale et de la pathologique. Et troisièmement, comprendre que, un, il y a une morsure. Deux, il y a une rumination. Et c'est en fait cette espèce de doute, de rumination, qui est extrêmement fatigante et angoissante pour le sujet. C'est ce que disait La Rochefoucauld. Il y a dans la jalousie plus d'amour-propre que d'amour. Ça veut dire qu'on s'aime plus soi-même qu'on aime l'autre. Car si on aimait l'autre, on ferait peu de cas de soi et on ferait ce qu'il faut pour l'autre. Alors que là, on pense d'abord à soi et d'abord à l'autre comme une propriété. Et alors, c'est quand est-ce que ça bascule dans le côté pathologique? Eh bien, je ne peux pas dire. Je pense qu'il y a des gens qui sont prédisposés à ça, mais je ne peux pas dire. Mais c'est quoi la différence alors? Eh ben, que le pathologique, ça ne s'arrête jamais. Quand il commence à être jaloux, ça ne s'arrête pas. Ah oui, même si en gros, il est 100% sûr. Bon, oui, parce que quand il est jaloux, en fait, le problème, c'est pas d'avoir des preuves. Je te dis, c'est comme Oui. C'est exactement comme l'hypochondriaque. T'as beau lui expliquer qu'il n'est pas malade, parce que moi j'en ai eu dans ma vie de praticiens, des gens qui étaient hypochondriaques. Et ben quand tu leur prouves par A plus B qu'il n'y a rien, et ben ils continuent. C'est pas le problème en fait de trouver. Oui. Le problème c'est de chercher. C'est-à-dire que le jaloux ne déteste jamais que des. Oui. Et comme disait Proust, la jalousie convertit l'amour en souffrance. Je cite Proust, à l'image de Swann, qui dit qu'il en arrivait à regretter chaque plaisir qu'il goûtait près d'Odette, chaque caresse inventée, et dont il avait eu l'imprudence de lui signaler la douceur, chaque grâce qu'il découvrait, car il savait qu'un instant après, elles allaient enrichir d'instruments nouveaux son supplice. Et donc, Swann, le jour où il n'aime plus Odette, il est plus jaloux, quoi. Voilà. Ce qu'il faut piger dans le pathologique, c'est que de toute façon, c'est coupable par définition, et dans les cas extrêmes, ce qui existe en fait est moins douloureux que ce qu'il imagine, et que parfois il pardonne plus volontiers l'adultère qui va lui donner raison, parce que, comme le pessimiste, il dit « Ah, ça y est, je l'avais bien dit », comme le paranoïaque, pareil, il pardonne plus volontiers l'adultère que l'innocence, car il arrive à voir une espèce de preuve de duplicité dans l'innocence. Là, je pense que du coup, c'est très intéressant parce qu'on a vu, si je résume, la morsure, les ruminations et la solution qui, chez l'individu normal, arrête et chez l'individu pathologique, n'arrête pas. Voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre à ajouter? Oui, je voudrais remercier les musiciens et je voudrais remercier Claire aussi de me donner l'occasion d'expliquer mes chansons. Oh, merci à toi surtout pour cet enrichissement et de nous expliquer tous ces mécanismes qui sont passionnants. Oui. Et alors là, j'ai eu pitié des auditeurs, des rares auditeurs qui restent, parce que d'habitude, c'était des sessions de 3/4 d'heure, et là, il n'y a pas énormément de choses à dire sur la jalousie qu'on ne sache déjà. Donc du coup, la session est plus courte. Merci. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Nous espérons sincèrement qu'il vous a plu.
Si c'est le cas, n'hésitez pas à aller nous suivre sur notre compte Instagram à la recherche de lettres et à nous mettre des petites étoiles sur les différentes plateformes d'écoute. À bientôt dans À la recherche de lettres pour un nouvel épisode.